Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets. On pourrait dire qu'ils ont en commun un certain mystère et le côté transitoire, Et par voilà. certains côtés, mais peut-être pas si transitoire que ça par d'autres, comme on va voir. Moi, je vais parler d'une compagnie de films bien oubliée aujourd'hui, une compagnie cinématographique, mais qui nous a fait des souvenirs de notre jeunesse, la Hammer Films, qui produisait, que c'était les champions du film d'horreur dans les années 60. C'est une compagnie britannique qui a permis à plusieurs acteurs aussi de faire leur nom. Et on va voir comment cette compagnie-là était importante et a eu de l'influence. Mais toi, tu vas nous parler de phénomènes lunaires transitoires. Là, va falloir que tu m'expliques c'est quoi. Alors voilà. Transitoire veut simplement dire éphémère, quelque chose qui dure pas longtemps. Au début, lorsque je me suis intéressé sur le sujet, parce que toujours à la recherche de sujets pour notre émission, alors phénomène transitoire, je trouvais ça intéressant et ce sont les phénomènes qui sont expliqués, malheureusement. Mais inquiétez-vous pas, je vais en parler d'autres phénomènes aussi. C'est tout simplement que depuis 1178, qui marque la première observation d'un phénomène étrange sur la Lune, qui a été fait par un moine astronome du nom de Gervase de Cantorbéry. Et puis, depuis ce temps-là, on a observé différents changements de couleur, entre autres. Là, on a catalogué ça et puis on a émis des hypothèses quant à leur nature, mais le mystère demeure quand même. Entre 64 et 67, la NASA a demandé un rapport, puis il y a 579 observations qui ont été retrouvées dans la chronique, qui remonteraient, entre 1140 et 1967-68. Ces phénomènes-là s'expliqueraient, en fait, là, c'est des brillances, des augmentations de brillance, des diminutions, des assombrissements, des brouillards, des variations de coloration. Et puis, ça serait lié possiblement à une activité tellurique, une petite activité sismique de la Lune, ce qui n'est pas démontré encore, et peut-être des marées gravitationnelles, qui est un nouveau concept, que la Lune se déformerait comme les océans de la Terre. Ça expliquerait un certain dégazage des nuages, etc. Wow, mais c'est tout pas tellement intéressant. Le phénomène lui-même m'a amené à d'autres conclusions. Le premier mystère, de la Lune, c'est la Lune elle-même. On ne sait pas comment elle s'est formée. Est-ce que c'est le résultat d'une collision de deux masses durant la formation du système solaire et de ses planètes? Est-ce que c'est un corps qui a été attiré par la Terre, qui s'est mis en orbite autour? L'hypothèse qui semble la plus véridique, ça serait une énorme collision qui aurait fractionné des masses et puis qui aurait créé la Lune et la Terre à peu près à la même époque. C'est peut-être démontré un peu avec les composantes lunaires qui ont été ramenées, les échantillons, entre autres, qui concorderaient à dire que ça serait peut-être cette hypothèse-là, mais ça demeure un mystère. Il faut signaler que la Lune est unique dans le sens que par rapport aux autres planètes du système solaire, il n'y en a aucune qui a un ou des satellites dont la masse soit aussi importante par rapport à la masse de la planète. Exact. Et non seulement ça, mais son diamètre. Lors d'une éclipse lunaire totale, le diamètre de la Lune correspond exactement à celui du Soleil. Donc, les distances sont proportionnelles. C'est un peu difficile à comprendre, mais si la Lune n'avait pas cette taille-là, on ne verrait pas la couronne solaire durant les éclipses. Les éclipses ne seraient pas comme aujourd'hui. C'est comme si on avait un masque, ni plus ni moins exactement de la bonne dimension, qu'on met entre la Terre et le Soleil. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, beaucoup vont spéculer sur ça. On ne s'avancera pas dans ce domaine-là. Sa rotation est synchrone avec celle de la Terre. C'est la raison pour laquelle on voit toujours la même face. Sur cette face-là, les cratères ont tous la même profondeur. Encore là, il y aurait une explication qui serait liée à la régolithe, qui est la poussière lunaire, qui serait le grand égalisateur. Mais si c'est le cas, pourquoi la face éloignée de la Lune présente un visage contraire, c'est-à-dire les cratères ont toutes des profondeurs différentes, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas un bolide qui arrive à la même vitesse, qui a la même dimension. Alors, présentement, au moment où on se parle, il y a une astromobile chinoise qui se balade sur la face cachée de la Lune.
la face éloignée de la Lune, en fait. Cachée pour nous. Cachée pour nous. Et il y a aussi toute une panoplie de satellites là, qui sont présentement en orbite, là, les Lunar Map Explorer, entre autres, qui font la cartographie lunaire, et d'autres. On trouve des présences, entre autres, de l'Inde, Israël, l'URSS, les États-Unis, ce qui va avoir un boom immobilier sur la Lune, qui pourrait le dire. Alors, on va remonter dans l'Antiquité, aller s'amuser un peu avec le panthéon grec, qui avait, eux, 3 divinités. Quand il parlait de notre satellite naturel. Alors, Artémis, la chasseresse, qui était représentée par le croissant lunaire, qui était son arc, Sélénée, la déesse mère, la pleine lune, et Hécate, qui est tout ce qui est sombre et caché. On connaît l'influence de la Lune sur les marées terrestres. Par ce fait, la Lune a eu une immense influence sur le développement, le déroulement de l'histoire de l'humanité. Des invasions n'ont pas pu avoir lieu. On ne peut pas calculer quels ont été les effets, puis ça a résulté sur quoi. Mais on prend juste, par exemple, le jour J du débarquement de Normandie. Tout avait été calculé en fonction des marées, et c'était calculé depuis très, très longtemps. Mais il y a aussi une marée dans l'esprit humain qui se produit lors de la pleine lune. C'est facile à vérifier. On a simplement à regarder qu'est-ce qui se passe dans les salles d'urgence, les centres de police, entre autres, et toutes les agences de sécurité. C'est souvent des phénomènes inexplicables. Il y a comme une montée de toutes sortes de choses quand la pleine lune se présente. D'ailleurs, on parlait de party de la pleine lune, qui était toujours des parties extraordinaires. Et puis, la lune, elle est là. Par exemple, le calendrier musulman est basé sur les cycles lunaires. Et puis, elle est présente dans à peu près toutes les sorcelleries, les druides, et puis toutes ces choses mystiques-là. La Lune est officiellement présente, ce qui nous amène à l'art et la littérature. Tu me parlais tout à l'heure de Georges Méliès, qui a été le premier à faire un film, Le Voyage sur la Lune. Le compte à rebours, je me souviens le pas. Le premier compte à rebours de l'histoire, ça n'a pas eu lieu à la NASA, ni en Union soviétique. C'était pour un film. C'était le film de Fritz Lang, Frau im Mond, La femme dans la Lune, qui est une méga production de science-fiction du temps du cinéma muet allemand. Et tellement, c'est vraiment impressionnant le décollage là-dedans, tellement que Hitler avait interdit la diffusion de ce film-là à un moment donné, parce qu'il avait peur que ça révèle des secrets sur la technique des fusées que les Allemands développaient. Mais tout le monde s'y essayait avec la Lune, hein? Même Cyrano de Bergerac s'est rendu devant Schulzen. Cyrano de Bergerac, dans son roman, où il va sur la Lune, d'ailleurs, décolle de Québec. Ah, voilà, un autre fait inconnu. Durant les recherches scientifiques qui ont été faites sur notre satellite au cours des années, ils ont écrasé des impacteurs pour faire des analyses sismiques. Et les résultats n'ont jamais vraiment été publiés. On n'est pas sûr des résultats. Selon ce qui ressort de ça, après 32 heures d'écho, la Lune serait creuse ou une boule métallique pleine, selon les résultats. Il va falloir creuser ça pour essayer. Les deux hypothèses paraissant impossibles. Donc, c'est quoi? Dans l'histoire, ceux qui ont eu la chance de voir ça dans les années 60, en 1969, c'était un petit pas pour un homme, tel que dit par le héros... Neil Armstrong. Un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Alors que c'était carrément une gimmick de la guerre froide, pardon, où c'était plus important de coiffer les Russes au poteau que de marcher sur la Lune, en réalité. Ça, de marcher sur la Lune... Le bilan scientifique est assez mince. Exact. Mais il faut continuer. Là, on va tomber dans un peu tout ce qui est conspiration et ça pourrait être les légendes urbaines. Dans les années 1950, toutes les nations projetaient d'avoir des bases lunaires. Alors, il y a eu le Camp Century dans l'Arctique, ça c'est le projet américain, où on allait essayer d'isoler des gens pour les faire vivre sous terre, comme sur une base lunaire. Les Russes ont évidemment eu la même chose, ce qui a donné naissance au concept de base militaire secrète qui serait sur la Lune, Israël, la Chine surtout.
tout, là, oui, ces temps-ci, c'est toujours la Chine. C'est toujours la Chine. Le gouvernement américain finance présentement, puis ça, c'est vraiment étrange, d'établir des liens de communication data avec la Lune. Là, ça, c'est vraiment spécial parce qu'ils s'approprient des sites scientifiques au moyen de subventions. Et puis là, ils établissent, finalement, ils veulent envoyer YouTube sur la Lune là, de ce temps-là. Pour quelle raison on aurait à faire ça? Là peut-être qu'ils prévoient le mouvement, que les gens vont avoir besoin d'Internet sur la Lune dans l'avenir. Il y a eu des découvertes chinoises qui ont été faites sur la face éloignée de la Lune qui contredisent un peu la science actuelle. Il va en avoir de plus en plus, d'ailleurs. Des théories du complot, la Lune, ce serait un énorme senseur, détecteur, espion des nations terrestres parce que c'est la place de surveillance par excellence. La Terre ne se couche jamais dans le firmament de la Lune. On parlera de la panoplie de satellites comme Graal 1 et 2, le Lunar Orbiter aussi. Théorie de conspiration, destruction d'une base américaine dans les années 70 par les Russes, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis, on va laisser tomber la pareidolie, qui est ce phénomène qui fait qu'on identifie des visages humains ou des choses simplement en l'histoire du bonhomme dans la Lune. Dans la Lune, qui est en train de scier du bois ou quelque chose de ce genre-là. Il y a aussi des découvertes de traces d'objets mystérieux. Là, on revient à nos phénomènes lunaires transitoires, des observations d'OVNI, on s'y attendait bien, d'imposantes structures sur la Lune qui auraient été supposément aperçues à partir de 1969. Même Neil Armstrong, une partie de la conversation aurait été coupée par la NASA où il décrit des structures métalliques alentour du cratère. C'est là, on sait depuis des années. Là. D'ailleurs, il y a une théorie du complot qui dure depuis des années, que le vol lunaire n'a pas eu lieu. Ah, mais celle-là, en fait, je vais conclure avec ce qui est le plus étonnant pour moi. Là. En fait, là, dernier thème, 1971, David Scott et James Irwin, ils ont trouvé des traces de véhicules sur la Lune lors de Apollo 15. Mais Apollo 15 a été le premier à amener une Jeep lunaire. Donc, personne ne peut expliquer ces traces-là. Mais là où, moi, ça m'a accroché, c'est qu'il manque un module lunaire. McDonnell Douglas et ses associés, Grumman, ont fabriqué 15 modules lunaires. On connaît l'utilisation de chacun, même l'M15 qui a été scrappé, on a trace de quand il a été démoli. Le LEM-13, on sait qu'il est dans un musée, mais le LEM-14, il a disparu. Personne ne sait où il se trouve. Probablement dans le hangar d'un collectionneur très riche. Ça semble être l'hypothèse principale. C'est ce que... Mais peut-être qu'il s'allume au moment où on se parle. Peut-être que qui sait, on est là pour ça. Nous autres, c'est une histoire à dormir debout. Un thème pour les films Hammer. Et voilà. Parce que là, je vais parler de cette entreprise, la Hammer Film. Ça, aujourd'hui, les jeunes en particulier ne se souviennent pas de ça. Mais Hammer Film, c'était un label dans les années 60 pour des films d'horreur, des films de science-fiction aussi, bien faits et avec très stylés. Et c'était des productions britanniques. Générateur de cauchemars chez la jeunesse qu'on était nous autres. Souvent. Le genre de film que quand on était petit, on regardait ça, mais on se fermait les yeux des fois pour regarder après. C'était une entreprise, cette Hammer Film, qui n'a jamais été une grosse compagnie pour une entreprise qui était aussi connue à l'époque. Ça a été fondé en 1934 par un certain William Hinds qui possédait une chaîne de bijouterie, qui était un acteur amateur en Angleterre. Le nom de la société, c'est que quand il jouait dans des vaudevilles et des théâtres, son nom d'acteur, c'était Will Hammer. Alors, il a resté Will Hammer. Et il s'est associé avec un certain Enrique Carreras, qui lui avait des salles de cinéma et une société de distribution de films qui s'appelait Exclusive. Et ils sont mis à... Ils ont fait faillite en 1937, ils se sont relancés en 1938 et ils ont commencé à produire des films. Au départ, il n'y avait pas de spécialité. C'était vraiment un petit peu toutes les sortes de films. Avant la guerre, ils en ont produit seulement 4, dont un, Le mystère de la Marie Céleste, avec Bela Lugosi dans le rôle. Donc, histoire d'un navire, on en a déjà parlé, même ici, navire, Le mystère de la Marie Céleste. Navire fantôme. Navire fantôme. Donc,
Durant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on arrête et on reprend en 1946. Et là, ils vont tourner un petit peu toutes sortes de films, des films de guerre, des films policiers, toutes sortes de choses, et vont, à un moment donné, engager, en 1951, pour un suspense, un réalisateur qui s'appelle Terence Fisher, pour un suspense qui s'appelle The Last Page. Et là, ils vont faire une enquête, une entente avec un distributeur américain, un monsieur Lippert, qui, ça va leur permettre donc de distribuer leurs films aux États-Unis, d'où augmentation un peu des budgets, parce qu'un plus gros marché potentiel. Et donc, ils vont se servir de cet argent-là pour acheter une grande maison au bord de la Tamise qui s'appelle Down Place, et ils vont en faire, c'est une espèce de grand manoir. Ils vont en faire leur studio, qu'ils vont appeler Bray Studios. La plupart des films Hammer vont être tournés là jusqu'en 1966. C'est d'ailleurs... parce que ça explique pourquoi dans les films Hammer, souvent, ça se passait dans une ambiance victorienne, un peu, etc. C'est parce qu'on utilisait ce château comme décor. C'était... on va produire également des premiers films de science-fiction en 1952. Et on va produire beaucoup de films de genre, horreur, fantastique, aventure. Détective, etc., qui vont... être populaire en Europe et un peu en Amérique, mais beaucoup plus en Europe. Et donc, ça va amener de l'eau au moulin, puis ça permet à la compagnie de continuer à fonctionner. Là, on va engager Terence Fisher, que j'ai mentionné, qui était un excellent réalisateur, un gars qui avait le sens de l'image. Il va travailler longtemps pour le Hammer. Le Hammer, je l'ai dit, ils n'ont jamais eu des gros budgets, alors ils vont souvent réengager le même monde. Ça va leur permettre d'avoir des contrats à long terme. Ils vont engager aussi 2 acteurs, Peter Cushing et Christopher Lee, qu'on a vu entre autres depuis ce temps-là dans Star Wars, mais qu'on a vu aussi dans le cas de Christopher Lee dans Le Seigneur des Anneaux, dans le rôle de Saruman. Alors, ces deux-là vont se retrouver face à face dans des films d'horreur, je ne sais pas combien de fois, dans des rôles différents. On va aussi produire des premiers films de science-fiction, notamment, on va adapter une série de la BBC, de Quatermass Experiment, dont on va faire un film. Et bon, ça marche, tant qu'à ça. Et là, à un moment donné, on a l'idée de faire on a un projet, on a un scénario, on décide de faire un film sur Frankenstein, inspiré de Frankenstein. Pas de problème au niveau de l'histoire, le roman de Mary Shelley dans le domaine public depuis très longtemps, mais Frankenstein a été fait dans les années 30 par la Universal aux États-Unis, un gros géant du cinéma, et ils sont extrêmement jaloux de la protection de tout ce qui est les droits d'image. On ne peut pas faire un maquillage qui va ressembler au maquillage de Boris Karloff dans le film des années 30. On ne peut pas reprendre exactement la même histoire, on ne peut pas reprendre les mêmes décors. Alors donc, il faut inventer. Et on va sortir un film qui s'appelle The Curse of Frankenstein. En français, Frankenstein s'est échappé, réalisé par Terence Fisher et avec Peter Cushing dans le rôle du docteur Frankenstein et Christopher Lee dans le rôle du monstre. Christopher Lee ne ressemble pas beaucoup à Karloff et on va lui faire un maquillage complètement différent également. Et là, avec Terence Fisher comme réalisateur, il va réussir à donner à ce film-là un look qui ne laisse pas voir du tout que c'est un film à si petit budget. Et ça va devenir la marque de commerce de Hammer Film. Voilà. On parle d'un budget de 65 000 livres. Donc, 125 000 à peu près. Imaginez-vous, et on a l'impression d'un film beaucoup plus cher que ça quand on le voit. Pour se démarquer encore de ce qui s'est fait dans le temps de Universal, on le fait en couleur, ce qui n'était pas courant pour les films d'horreur en particulier, et on montre le sang. Ça s'était jamais fait dans les films d'horreur jusqu'à-là. Là, on en voit. Et ça aussi, ça va être une marque de commerce de Hammer. Ça va couler à flot souvent. Et donc, et il est bien rouge avec la couleur, là. Donc, on a... le film va être un très grand succès. Et là, il va être distribué aux États-Unis. Il va marcher très bien. Il va inspirer d'autres réalisateurs américains, notamment Roger Corman, qui va se mettre à faire des adaptations d'Edgar Allan Poe également, des choses comme ça. Ça marche très bien. Ça marche tellement bien que
Universal fait un accord en mars 1958 avec Hammer. Vous pouvez essayer Dracula. Ah. Alors, on reprend Terence Fisher. Dracula, ça va être Christopher Lee, qui va faire le Dracula le plus imposant de l'histoire du cinéma. Le Dr. Van Helsing, ça va être Peter Cushing. Ça commence. On a un pattern qui s'installe ici. Et on décide de faire un script complètement différent du Dracula de Universal. On décide qu'on ne veut pas faire des remakes. Et on le fait en couleur aussi. Là encore, il y a le sang et beaucoup d'érotisme dans cette nouvelle version de Dracula. Beaucoup de jeunes filles qui se font mordre dans le cou et en décolleté, etc. Ça va être très critiqué, cette approche-là, mais ça va faire... on va le faire avec un budget encore plus petit que Frankenstein, avec 33 000 livres, ce coup-là, et un financement d'Universal un peu plus en échange des droits de distribution mondiaux. Le film va faire quelque chose comme 67 fois de profit, là, 67 fois ce qu'il a coûté. Et ça tombe bien, parce qu'un des distributeurs aux États-Unis s'appelle Fox, et ils sont au bord de la faillite. Ah. Et ça va les sauver, ce petit film venu d'Angleterre. Et là, tout d'un coup, Universal se met à bien aimer Hammer. Ah. Ils vont faire une nouvelle entente avec Hammer. On vous donne tous les droits de tous nos films d'horreur des années 30. La momie, L'homme invisible, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le fantôme de l'opéra. Tout, etc. Exactement. Vous faites ce que vous voulez. Alors, on s'attend à avoir une série de remakes, mais non. Hammer Film ne font pas ça. Ils sont très créatifs. Alors, Hammer Film se veut créatif, alors on réadapte les histoires. Et bien sûr, c'est toujours le même trio. Terence Fisher en réalisation. Christopher Lee et Peter Cushing vont réapparaître souvent dans les films. Notamment, on va faire 2 franchises. Frankenstein va revenir souvent. Il va y avoir toutes sortes de suites à Frankenstein, où le docteur Frankenstein apparaît, toujours joué par Peter Cushing, comme une espèce... D'abord, c'est un méchant, et il fait le tour de l'Europe, littéralement, et de l'Allemagne et de l'Angleterre, à vouloir refaire ses expériences. On va faire des paquets de films de Frankenstein où on ne verra même pas de monstres. Parce que le docteur est un savant fou qui fait des expériences, et souvent macabres, où il tente de recréer la vie, mais ça aboutit à toutes sortes d'autres choses, dont un Frankenstein créa la femme, où il met un cerveau d'un de ses amis dans le corps d'une femme. On y va à fond. Même chose avec Dracula. Alors, Dracula revient sans cesse. On lui plante un pieu dans le cœur, mais un jour, il y a quelqu'un qui ressort le pieu. Dracula revient à la vie. Et là aussi, il va y avoir une série. Ils ont même fait une greffe cardiaque. Il va y avoir toute une série de suites. Et puis, bon, on reprend les films de Universal. Notamment, en 1959, on refait La momie. Là encore, on fait quelque chose de complètement différent de ce qui avait été dans les années 30. Dans les années 30, La momie, jouée par Karloff, c'était aussi répétitif dans ce temps-là. Karloff revient à la vie, mais on le voit dans ses bandelettes au tout début du film, mais après, c'est un personnage... il est revenu normal. Il est revenu d'apparence à peu près normale. Avec Hammer Film, non. Là, c'est la momie en bandelette qui se promène et qui est sous le contrôle d'une espèce de mythe égyptien. D'ailleurs, c'est un bon coup de Terence Fisher que dans les scènes qui se passent à l'époque égyptienne, en l'Antiquité, on a l'impression d'avoir des immenses décors luxueux, puis c'était pas le cas du tout dans le studio, mais il était bon pour cadrer ces choses, de donner la bonne impression. D'ailleurs, dans la petite anecdote, dans le film La momie, à la fin du film, Christopher Lee s'est démis une épaule parce qu'il doit défoncer une porte et le technicien qui devait dévisser les pentures de la porte pour qu'elle cède avait oublié de le faire. Mais Christopher Lee étant un acteur dédié à son métier et dynamique, il a donné un bon coup et il a défoncé la porte, mais il s'est démis l'épaule. Ce qui suit, c'est qu'après ça, il y a un seul plan séquence où il doit porter dans ses bras une jeune fille et s'en aller au loin. Il marche sur une centaine de mètres avec 125 livres, de ses propres mots, 125 livres of inner to womanhood dans les bras et il est filmé dans un seul plan séquence avec une épaule démise. Mais bon, c'est quand on aime son métier. Aujourd'hui, il y aurait eu une poursuite judiciaire interminable. Sûrement. Donc, c'est La momie. Il va y avoir aussi des loups-garous, des histoires de loups-garous. Il va y avoir des Sherlock Holmes.
Le chien des Baskerville, une des très bonnes réalisations de la Hammer, toujours Terence Fisher, avec Peter Cushing en Sherlock Holmes et Christopher Lee en Lord Baskerville. On va aussi y aller avec le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais là, on va faire de quoi d'original? On va vous créer Dr. Jekyll and Sister Hyde. Oh. Eh bien, moi, quand j'avais vu le titre de ce film-là, je m'étais dit que ça doit-tu être de mauvais goût? Ben non, le film s'en tire très bien, en fait, arrive à une histoire vraiment très bien, grâce, entre autres, au casting, où on a un acteur et une actrice, parce qu'en fait, là-dedans, le Dr. Jekyll se change en femme. Et l'acteur et l'actrice se ressemblent vraiment beaucoup. C'est une réussite, je pense, ça aussi. Donc, ça va bien pour la Hammer dans les années 60, mais vers la fin des années 60, là, on commence à avoir de la misère à se renouveler. Ça commence à être vieux, les thématiques. D'autres genres de films d'horreur commencent à sortir des États-Unis. On va voir arriver dans les années 70 L'Exorciste, le Massacre à la scie. On change de ton complètement. Ça se passe dans le monde moderne. Et la Hammer va avoir de la misère à suivre ça. Les acteurs vieillissent. Tout le monde vieillit aussi à un moment donné. Et donc, la Hammer, à un moment donné, ces films vont sortir de loin en loin et vont passer date. Ceci dit, la franchise, si on peut dire le nom Hammer comme entreprise, n'est pas disparu. On a vu apparaître en 2012 un film qui s'appelle La Dame en noir, avec Daniel Radcliffe, connu pour Harry Potter, et qui va avoir un bon succès, et qui est signé Hammer Film. Étonnant. Et une suite en janvier 2015, La Dame en noir 2, toujours de la Hammer. Ça se fait de loin en loin, mais le label existe encore. Mais l'âge d'or de la Hammer Film, ça a été les années 60. Et moi, je dois dire qu'à l'époque, on avait le samedi matin, il y avait toujours un film de science-fiction ou d'horreur à CBC en anglais, et je ne ratais ça. J'en ai gardé. Le fait que pour moi, regarder un film le matin, c'est le signe que je suis en congé. Ça date de cette époque-là. Et là, on me fait des signes, on arrive à la fin. Alors, c'est la fin de nos deux sujets ce soir. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser, mesdames et messieurs, que nous allons vous laisser. Alors, restez à l'antenne de TVCBF et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous dit bonsoir.